Bonjour tout le monde, alors on se retrouve pour la suite du cours. Au programme aujourd'hui on va corriger tous les exercices que je vous ai donnés la dernière fois. Et puis ensuite on continuera le cours avec la gravitation universelle. D'accord? Donc alors, avant de faire tout ça, petit rappel sur ce qu'on avait vu la dernière fois. Donc, je vous rappelle qu'on avait étudié le poids, d'accord? Vous le voyez d'ailleurs à l'écran ici. On avait vu que le poids d'un objet était la force de gravité exercée par un astre sur cet objet posé à sa surface. Il s'exprime en newton comme toutes les forces, d'accord? La masse d'un objet, elle, nous renseigne sur la quantité de matière dont cet objet est composé. Donc un objet qui est gros, un objet qui est grand, etc. sera plus massif, aura une masse plus grande qu'un objet petit ou tout, enfin maigrichon quoi, d'accord? Donc elle s'exprime la masse en kilogrammes. Plus un objet est constitué de matière, donc d'atomes, plus sa masse est grande, d'accord? Le poids d'un objet est proportionnel à la masse de cet objet. On peut calculer le poids grâce à la formule P égale M fois G. Quand je dis que le poids est proportionnel à la masse de cet objet, ça veut dire que si j'augmente la masse de 2, si je multiplie par 2 la masse d'un objet, alors le poids sera aussi multiplié par 2. D'accord? Et inversement, si je divise par 2 la masse d'un objet, alors son poids sera aussi divisé par 2. C'est ça ce que ça veut dire proportionnel. D'accord? Donc la chose importante à retenir ici, c'est la formule P égale M fois G. D'accord? Avec P le poids de l'objet en newton, M la masse de l'objet en kilogrammes et G l'intensité de la pesanteur en newton par kilogramme. J'ai écrit intensité de la pesanteur. Si vous n'arrivez pas à retenir ce mot-là, la intensité de la pesanteur, retenez que petit g ici ça veut dire gravité, intensité de la gravité. D'accord? Attention à ne pas confondre avec les grammes, je l'ai déjà dit la dernière fois. Petit g ici c'est pas les grammes, c'est la gravité. Ok? Donc alors, petite illustration, je ne vous l'avais pas faite la dernière fois, mais petite illustration, petit exemple on va dire, sur tout ce qu'on vient de dire là. Imaginons que... Alors je vais agrandir ça, est-ce que je peux agrandir ça? Zut, alors, voilà, comme ça, comme ça. Non, c'est pas ça que je vais faire. Voilà. Voilà, est-ce que ça je peux l'agrandir? Voilà, je vais l'agrandir comme ça. Donc ici, petit exemple au niveau... Où est-ce que j'ai mis? Ah là, voilà. Donc on a dit que le poids d'un objet, P, peut être calculé avec la formule M fois G. D'accord? M, bah, ça va dépendre de la quantité de matière, c'est-à-dire si par exemple le bonhomme est tout petit, il aura une masse toute petite, alors que si le bonhomme il est grand, d'accord, il aura une masse plus grande. Okay? Et le G, lui, va dépendre de la planète, de l'astre sur lequel l'objet se trouve. D'accord? Si il est sur la Lune, par exemple, alors je vais essayer de faire la Lune un peu avec des cratères comme ça, et ben, la gravité sera plus faible que si l'objet était sur Terre. D'accord? Voilà, la Terre, avec les continents, etc. Bon, je vais pas complètement dessiner tout ça. Voilà, etc. Bref. Voilà. La Terre aura une gravité plus grande que la Lune. D'accord? Donc si on fait quelques petits exemples, comme on l'avait fait la dernière fois, on avait calculé le poids d'un bonhomme sur Terre et le poids d'un bonhomme sur la Lune, je vous rappelle. D'accord? Donc, on avait trouvé des valeurs différentes, et c'est normal, parce que le même bonhomme sur Terre et le même bonhomme sur la Lune, si je dessine la Lune ici, et si je dessine la Terre ici, alors je ne vais pas redessiner les continents, je vais juste écrire ici Lune et ici Terre, d'accord? Le même bonhomme aura la même masse, il aura les mêmes kilogrammes, d'accord? Sauf que comme il est sur la Lune, son poids va être plus petit, d'accord, que s'il était sur Terre, d'accord? Voilà. Ok, donc je dessine une flèche plus petite pour le bonhomme à gauche que pour le bonhomme à droite, d'accord? Parce que le petit g de la Lune est beaucoup plus faible que le petit g de la Terre. Dans la formule ici, je parle, P égale M fois petit g, d'accord? Maintenant, deuxième exemple, cette fois-ci, on envoie deux bonhommes sur la Lune, donc je dessine deux fois la Lune, d'accord, deux fois la même planète, enfin la même astre, la même Lune, voilà. Un bonhomme qui est toujours petit, voilà, et un bonhomme qui est grand. Bon, bien entendu, vous avez bien compris, là les dessins sont pas du tout à l'échelle, d'accord. Le bonhomme qui est petit, comme il a une masse petite, il va avoir un poids petit,
Alors que comme le bonhomme qui est grand ici, il va avoir un poids qui est beaucoup plus grand. D'accord? Donc, je répète, le poids d'un objet ou d'un bonhomme, enfin peu importe, dépend de la masse, s'il est petit, s'il est grand. D'accord? Donc des kilogrammes, hein, ça c'est des kilogrammes. Et il va dépendre de petit g, donc de la gravité sur l'astre sur lequel il se trouve. D'accord? Et ça, c'est en newton par kilogramme. Voilà. Et le poids, lui, il est donné en newton. Voilà. Donc petit rappel avant de commencer à corriger les exercices. Allez, bah du coup on s'y met. Donc premier exercice. Hop. Donc ça c'est la correction de la dernière fois. Voilà, c'était ici avec les différentes situations. On avait différents bonhommes dans différentes situations sur Terre et sur la Lune. D'accord? Et il fallait compléter les cases ici avec les pointillés grâce aux données qui étaient écrites en haut après la consigne. D'accord? Donc vous aviez des valeurs en kilogrammes qui représentent des masses et des valeurs en newton qui représentent une force qui représente le poids en fait. Hein, d'accord? Je vous avais dit que ici là, cet instrument là sur lequel se trouve le bonhomme et l'enclume c'est une balance et que l'instrument auquel est suspendu le bonhomme ici c'est un dynamomètre, c'est ce qui permet de mesurer le poids. D'accord? C'est ce qui permet de mesurer le poids de l'objet qui est accroché dessus. D'accord? Allez, du coup c'est parti. Hop, je vais reprendre ça. Voilà. Donc, si je prends ma première situation ici, on est sur Terre, et dans la première image, le bonhomme il est sur la balance. D'accord? Il est sur une balance. Donc il est sur le plateau de gauche, et vous avez une enclume qui est sur le plateau de droite de la balance. D'accord? Et vous voyez que là, je vous l'avais déjà dit la semaine dernière, que la balance ici, la flèche qui indique comment dire, le poids vers lequel cette flèche là elle indique l'objet qui a le plus de masse en fait. Si c'est le bonhomme qui a le plus de masse, la flèche va aller vers la gauche, va aller vers le bonhomme. Si c'est l'enclume qui a la masse la plus grande, alors la flèche va aller vers l'enclume. D'accord? Peu importe. Donc ici vous voyez que la flèche elle est centrée au milieu, elle est pointée verticalement, donc ça veut dire que la masse des deux objets ici sont identiques. Hein, quand vous prenez une balance à plateau comme ça et que la balance est en équilibre, d'accord, ça veut dire que les deux objets qui sont sur les deux plateaux ont la même masse. Ils s'équilibrent en fait. D'accord? Donc, si on regarde ici, on n'a pas beaucoup de valeurs qui correspondent à une masse. On a le 80 kg ici et on a le 150 kg ici. D'accord? Hein? Les masses, c'est en kilogrammes, je le répète. Donc, dans les deux premières cases ici, il va falloir mettre une valeur qui est en kilogrammes. Donc, soit 80, soit 150. Donc, à votre avis, le monsieur ici, il pèse plutôt 80 kg ou 150 kg? C'est plutôt 80 kg, hein, d'accord? Donc, 80 kg ici. Et comme il est en équilibre avec la balance, avec l'enclume, pardon, ça veut dire que l'enclume a aussi une masse de 80 kg. D'accord? Voilà. Ensuite, on passe au bonhomme qui est à droite. Est-ce que je le fais tout de suite ou pas? Oui, on peut le faire tout de suite. Donc le bonhomme qui est à droite ici, il est suspendu au dynamomètre, et le dynamomètre, il indique un poids. Il indique un poids en newton. Donc, parmi les poids en newton, on a 1470, 128 newtons, 240 newtons et 784 newtons. Donc, soit on fait par élimination, en remplissant d'abord les autres images, soit on peut calculer le poids du bonhomme sur la Terre. On va faire ça, on va faire la deuxième solution. On va calculer son poids. Donc on a déjà vu tout à l'heure que la masse du bonhomme c'était 80 kg. Donc le poids, on peut le calculer avec la formule P égale M fois G. D'accord? Donc P égale M fois G. Ici, comme le bonhomme se trouve sur Terre, hein, donc il est soumis à la gravité de la Terre. Donc ici, c'est G, c'est petit g de la Terre. Donc je le rajoute ici, petit g de la Terre, pour bien montrer qu'il faut que je choisisse la gravité de la Terre. Donc le poids du bonhomme est égal à, du coup, la masse 80 kg, multiplié par le petit g de la Terre, on le connaît, on l'a vu dans la leçon, c'est 9,8 newtons par kilogramme. Si vous vous en rappelez plus, vous retournez dans la leçon, je ne sais plus exactement où c'était. Hop, que je remontre.
Voilà, c'est ici. Le petit G de la Terre est égal à 9,8 newtons par kilogramme. Voilà, alors que la Lune c'est 1,6 newtons par kilogramme. D'accord? Voilà. Je vais le laisser là, comme ça j'aurai les données pour plus tard. Donc 9,8 newtons par kilogramme. Donc si je fais le calcul ici, mon poids il est égal à... Alors, je prends ma calculatrice. 80 fois 9,8, c'est égal à 784. D'accord? Est-ce que je peux vous montrer ça ou pas? Hop. Voilà. 80 fois 9,8, ça fait 784. Donc le résultat ici, c'est 784 newtons. Ok? On va l'écrire. 784 newtons. Voilà. Donc dans la deuxième case ici, c'était bien celui-là qu'il fallait choisir. D'accord? Donc c'est 784 newtons. Voilà. D'accord? Allez, on continue cette fois-ci. On se trouve sur la Lune. D'accord? Donc on retrouve notre première situation, enfin notre première image avec le bonhomme et l'enclume sur la balance. On voit encore une fois ici que la balance est à l'équilibre parce que sa flèche pointe verticalement. D'accord? Alors attendez, j'ai oublié de... Voilà, c'est mieux comme ça je pense. Donc la balance est à l'équilibre, donc ça veut dire que le bonhomme a la même masse que l'enclume. D'accord? Et cette masse-là, vous la connaissez, c'est aussi 80 kg. Je vous rappelle que quand on fait un voyage de la Terre à la Lune ou de la Terre à Mars ou etc., peu importe, on garde la même masse. Parce que la masse, ça représente la quantité de matière dont on est formé. Ça représente, par approximation, le nombre d'atomes qui nous composent. Hein. Que je sois sur Terre ou que je sois sur la Lune, il y a toujours le même nombre d'atomes qui composent mon corps. Donc ma masse reste la même. D'accord? Donc ici, c'est toujours 80 kg. Et ici aussi 80 kg. Ça marche aussi pour l'enclume. Hein. L'enclume, qu'elle soit sur Terre ou qu'elle soit sur la Lune, elle aura aussi toujours la même masse, parce qu'elle est toujours constituée du même nombre d'atomes. Okay? Ensuite, ici, le bonhomme il est suspendu au dynamomètre, il est toujours sur la Lune, donc on peut encore utiliser la formule, mais cette fois-ci, au lieu d'utiliser la gravité de la Terre, on va utiliser la gravité de la Lune. D'accord? Donc, ça c'est fait. Donc P égale M fois gravité de la Lune. D'accord? Donc P égale à 80 kg toujours, multiplié cette fois-ci par, si on retrouve ici, la gravité de la Lune, c'est, vous voyez en dessous de la Lune là, G Lune égale 1,6 newton par kilogramme. D'accord? Donc on remplace G Lune par 1,6 newton par kilogramme. Voilà. Je fais le calcul rapidement. Donc 80 fois 1,6. Et je trouve 128. Le poids est égal à 128 newtons. D'accord? Donc ici, on a un poids du bonhomme de 128 newtons. Voilà. Si vous regardez bien, le poids du bonhomme sur la Lune et le poids du bonhomme sur Terre, il y a un facteur 6. D'accord? 128, c'est à peu près 6 fois moins que 784. D'accord? Donc le poids du bonhomme, le bonhomme pèse 6 fois moins sur la Lune que sur Terre. Mais ça, on l'avait déjà calculé dans l'exercice précédent. D'accord? Allez, ensuite, deuxième feuille. Donc cette fois-ci, c'est la même chose, sauf que le bonhomme, il est plus, en costume, il est avec sa combinaison spatiale. Donc première situation où on est sur Terre. Donc sur Terre, avec une enclume aussi, on voit on est toujours à l'équilibre. Donc le bonhomme ici, comme il a son costume, il pèse plus de 80 kg. Donc forcément, la seule solution pour trouver la masse, on n'avait que deux choix, c'était soit 80 kg, soit 150. Forcément, avec la combinaison spatiale, ce sera 150 kg. Donc ça veut dire que la combinaison spatiale, elle pèse 70 kg. C'est très lourd, hein, 70 kg. En tout cas sur Terre, parce que sur la Lune, comme on pèse moins, les astronautes qui étaient sur la Lune, les 70 kg de la combinaison pesaient moins sur leurs épaules. D'accord? Donc, ici, c'est bien 150 kg. Comme la balance est à l'équilibre, l'enclume aussi pèse 150 kg. D'accord? Le dynamomètre ici, on calcule son poids. On est sur Terre, donc on va utiliser la gravité de la Terre. Donc P égale M fois G Terre.
Mais attention ici, la masse de l'astronaute, c'est plus 80 kg comme pour ici ou pour ici, d'accord? Ça devient 150 kg, parce qu'il a sa combinaison, hein, d'accord? Donc 150 kg, multiplié par GTR, on l'a déjà utilisé, GTR c'est 9,8 Newton par kg. Donc multiplié par 9,8 Newton par kg, d'accord? Et donc on trouve un résultat égal à 150 fois 9,8, 1470 newtons. D'accord? Donc ici, c'est bien 1470 newtons. Voilà, d'accord? Ensuite, la dernière situation, enfin les deux dernières situations. Ici, on est sur la Lune. La masse, elle, je vous l'ai déjà dit, ne change pas. Donc on est toujours à 150 kg ici et 150 kg ici. D'accord? Et dernière mesure du poids ici, dernier calcul, avec la gravité de la Lune, donc P égale M fois gravité de la Lune. Donc P égale 150 kg encore pour la masse de l'astronaute, multiplié par la gravité de la Lune, on l'a déjà utilisé aussi, c'est 1,6 Newton par kilogramme. D'accord? Multiplié par 1,6 Newton par kilogramme. Voilà. Et ça nous donne un résultat de... Ben c'est le dernier en fait. Hein. C'est la dernière valeur qu'on n'a pas utilisée. Et donc c'est 240 Newton. 240 Newton. Voilà. D'accord? Donc ici on peut compléter 240 Newton. Voilà, on a tout complété. D'accord? Donc, et là, encore une fois, vous voyez que sur la Lune, le poids de l'astronaute avec sa combinaison, il est à peu près 6 fois plus petit que le poids de l'astronaute et sa combinaison sur Terre. D'accord? Voilà. Ils ont la même masse. Sur la Lune et sur Terre, ils ont la même masse. Et par contre, le poids sur la Lune est plus faible que le poids sur Terre. Ça dépend de la gravité qu'il y a sur la Lune et sur la Terre. D'accord? Voilà. Donc, on va continuer avec la dernière feuille pour ce premier exercice où il faut entourer les bons mots de vocabulaire dans chacune des phrases pour rendre la phrase correcte. Donc première phrase, on nous dit la masse d'un corps varie ou ne varie pas lorsque ce corps voyage de la Terre à la Lune. Donc on l'a déjà dit plusieurs fois, la masse ne varie pas. D'accord ? Je rappelle que la masse correspond au nombre d'atomes qui constituent un objet. Donc ce nombre d'atomes là ne change pas, enfin sauf si on vous coupe un bras ou si on vous coupe une jambe ou quoi que ce soit, enfin bref, là bien entendu votre masse va changer parce qu'on vous enlève des atomes, entre guillemets, hein, mais si votre intégrité physique reste la même, que vous soyez sur Terre ou sur la Lune, vous êtes toujours constitué du même nombre d'atomes, donc votre masse ne change pas. Le poids d'un corps varie ou ne varie pas lorsque ce corps voyage de la Terre à la Lune, on vient de le voir, le poids il varie, parce que le poids va dépendre de la gravité du corps sur lequel on se trouve, de l'astre sur lequel on se trouve. Donc comme on va de la Terre à la Lune, la gravité diminue. Donc le poids diminue aussi. Donc il varie, hein, d'accord ? Le poids d'un corps augmente, diminue, ne varie pas lorsque la masse de ce corps augmente. Bah, on l'a vu sur une même planète. Là par exemple si je reprends rapidement mon petit dessin de tout à l'heure. Il est où? Il est là. Non, il est là. Voilà. Si je me trouve sur le même astre, ici par exemple la Lune, que j'ai une petite masse ou que j'ai une grande masse, ça change le poids. Hein. Si je suis petit sur la Lune, j'aurai un plus petit poids que si je suis grand sur la Lune. D'accord ? Donc ici, le poids d'un corps augmente. Le poids d'un corps augmente lorsque la masse de ce corps augmente. D'accord ? Voilà. Et enfin, les derniers, les vrais faux. Le poids d'un corps dépend de la masse de ce corps, c'est vrai. On vient de l'écrire, hein. Si le poids d'un corps augmente, si la masse du corps augmente, alors le poids augmente, donc on voit bien que le poids dépend de la masse. Le volume, ça c'est faux, on n'a jamais parlé. De l'intensité de la pesanteur, ça c'est vrai. L'intensité de la pesanteur, je rappelle, c'est le petit g, hein. D'accord ? C'est le petit g, c'est la gravité. Et de l'astre sur lequel se trouve ce corps, c'est vrai aussi, parce que en fonction de l'astre, la gravité ne sera pas la même. D'accord ? Donc en fait, l'intensité de la pesanteur, le petit g, la gravité, dépend de l'astre sur lequel on se trouve. D'accord ? Voilà. Donc vrai, faux, vrai, vrai. Voilà.
Bon, c'était tout pour le premier exercice. On va du coup maintenant s'intéresser aux exercices suivants. Allez, donc je vous avais donné des exercices, 4 exercices à faire pour vous entraîner. Donc on va commencer par le premier. Le premier, vous le voyez à l'écran ici. Il faut choisir la bonne réponse à chaque proposition. Donc, exercice numéro 1. Donc on vous dit, première proposition, que le poids d'un objet est, petit a, sa lourdeur, ou la force qui modélise l'action de la Terre sur lui, ou orienté verticalement vers le bas. Bien entendu, il peut y avoir plusieurs bonnes réponses, hein, d'accord? Donc ici, on vient de le dire assez cette fois, je pense, on a vu que le poids, voilà, d'un objet est elle est un petit peu les trois à la fois, hein. C'est à la fois sa lourdeur, c'est-à-dire la sensation qu'il est lourd, ok, et sa lourdeur, même si c'est mal dit, hein. La lourdeur, c'est pas très scientifique, hein. Mais on peut imaginer ça comme ça, hein. Si vous êtes sur la Lune et que vous portez un objet, cet objet sera moins lourd, enfin il pèsera moins, vous le sentirez moins lourd que s'il était sur Terre, hein, d'accord. Donc sa lourdeur, virgule, la force qui modélise l'action de la Terre sur lui. Alors là ils disent la Terre, hein, mais ça peut être l'action de la Lune sur lui ou l'action d'un autre corps céleste, hein. Et il est orienté verticalement vers le bas. Voilà, les trois étaient corrects. D'accord, A, B, C. Et ensuite, deuxième proposition, on nous dit que la masse d'un objet correspond à la quantité de matière qui le compose, que la masse est mesurée à l'aide d'une balance et qu'elle est moins importante sur la Lune. Donc là, la masse d'un objet correspond. Donc là, les deux bonnes réponses étaient correspond à la quantité de matière et est mesurée à l'aide d'une balance. D'accord? Donc la masse d'un objet correspond à la quantité de matière, donc à la quantité d'atomes, hein, d'accord, à la quantité de matière qui compose cet objet. Et on a dit, elle est mesurée à l'aide d'une balance. Voilà. Et la dernière proposition est moins importante sur la Lune. Je l'ai déjà assez répété, bien entendu que non. D'accord. La quantité d'atomes d'un corps reste la même, même si on l'amène d'une planète à une autre. D'accord. Et enfin, le poids se mesure à l'aide d'une balance, d'un dynamomètre ou d'un pèse-personne. Donc le poids se mesure à l'aide d'un dynamomètre. Le poids se mesure à l'aide d'un dynamomètre. Le dynamomètre, je vous l'ai déjà dit, hein, c'est ça là. Cette espèce d'objet là, auquel on suspend un objet. Et ce dynamomètre là, je vous ai déjà montré la semaine dernière, c'est un ressort en fait, à l'intérieur il y a un ressort, et ça indique directement le poids de l'objet auquel il est suspendu. D'accord? Donc à l'aide d'un dynamomètre. Voilà. Alors une balance et un pèse-personne c'est un peu la même chose, hein, d'accord? Un pèse-personne c'est une balance qui sert à mesurer la masse des personnes, hein, voilà, des êtres humains on va dire, et une balance ça sert à mesurer la masse de tout autre objet, peu importe. Voilà. Ok. Allez, on continue avec l'exercice 2. Exercice 2. Donc pour l'exercice 2, nous avons 4 propositions, d'accord, et il faut dire si elles sont vraies ou si elles sont fausses, et corriger si elles sont fausses. Donc première proposition, l'intensité de pesanteur est le coefficient de proportionnalité qui relie le poids d'un objet à sa masse. Ça c'est correct, on va pas le toucher, le 1 il est vrai, d'accord. L'intensité de pesanteur, je rappelle, c'est le petit g, c'est le coefficient de proportionnalité qui relie le poids d'un objet à sa masse. Je vous rappelle, tout à l'heure en faisant la révision, on avait dit que le poids était proportionnel à la masse, c'est-à-dire que si je multiplie la masse par 2, alors le poids de l'objet va être multiplié par 2, d'accord. Et bien la gravité, le petit g dans la formule,
c'est ce qu'on appelle le coefficient de proportionnalité. Je vous l'avais peut-être pas dit, celle-là c'est vrai que cette première question, cette première affirmation, je pense que vous auriez eu du mal à la faire. Je n'ai pas trop parlé de coefficient de proportionnalité, d'accord? Bref, peu importe. La question petit 1, elle est vraie, d'accord? Ensuite, la petite 2, plus l'intensité de pesanteur est importante, plus le poids d'un objet est important. Ça aussi c'est vrai, hein? Plus le petit g est important, et plus le poids d'un objet est important. Voilà, d'accord? Si je me trouve sur la Terre, le petit g de la Terre est plus grand que le petit g de la Lune, donc le poids d'un objet sur la Terre sera plus grand que le poids d'un objet sur la Lune. Du même objet, pardon, sur la Lune. Voilà. Ensuite, donc le 2 est vrai, le 3. L'intensité de pesanteur dépend du poids et de la masse d'un objet. Alors là, c'est faux. On a déjà dit que l'intensité de pesanteur, elle dépendait de l'astre sur lequel on se trouve. Hein, le petit g, il dépend pas de l'objet. Le petit g, il dépend de la planète. C'est la gravité de la planète, le petit g. D'accord? Donc le 3, il est faux. Et donc on peut corriger. L'intensité de pesanteur. L'intensité de pesanteur. L'intensité de pesanteur dépend de la planète et pas alors c'était quoi, du poids ou de la masse, je sais plus, et pas du poids et de la masse, et pas du poids et de la masse de l'objet. Voilà, d'accord? Et enfin, dernière proposition, on nous dit la masse d'un objet est proportionnelle à l'intensité de pesanteur. Ben là, encore une fois, c'est faux, hein. On vient de dire juste avant que l'intensité de pesanteur ne dépendait ni du poids ni de la masse de l'objet. Donc dire que la masse d'un objet est proportionnelle à l'intensité de la pesanteur, c'est faux. D'accord? Parce que la masse ne dépend pas de l'intensité de la pesanteur. Et inversement, l'intensité de la pesanteur ne dépend pas de la masse. D'accord? Donc 4, c'est faux. Et donc, comment est-ce qu'on pourrait dire, qu'est-ce qu'on pourrait dire pour corriger ça? La masse d'un objet n'est pas proportionnelle. Hein. La masse de l'objet n'est pas proportionnelle à l'intensité de pesanteur. Pour que ce soit peut-être un petit peu plus clair dans vos têtes, si la masse d'un objet était proportionnelle à l'intensité de pesanteur, ça voudrait dire que si je vais sur une planète avec une gravité 2 fois plus grande que celle de la Terre, alors je deviendrai 2 fois plus massif, 2 fois plus gros, on va dire, d'accord? 2 fois plus grand, peu importe, d'accord? Voilà, donc non, la masse n'est pas proportionnelle à l'intensité de la pesanteur. Voilà, j'ai oublié de vous remettre la caméra, donc faux. La masse de l'objet n'est pas proportionnelle à l'intensité de pesanteur. Voilà, d'accord? Donc ça c'est bon pour l'exercice numéro 2. Alors bien entendu vous retrouverez la correction dans le fichier que je vous enverrai via le cahier texte de Pronote. Allez, on continue avec cette fois-ci l'exercice 3, où là on a encore un QCM, enfin un QCM. Il faut encore choisir les bonnes solutions, les bonnes réponses parmi toutes les propositions qu'on nous propose. Alors, exercice 3. Donc, première proposition, petit g désigne l'intensité de pesanteur. La relation entre le poids P et la masse m d'un objet est petit a P égale m fois g, petit b P égale m sur g, petit c m est égal à P fois g. Donc là, la bonne réponse, c'est petit a P égale m fois g. On l'a déjà dit, on a déjà utilisé plusieurs fois cette formule, P égale m fois g. C'est ça la réponse pour la question 1. Pour la question 2, on nous dit l'unité de l'intensité de pesanteur petit g est le newton fois les kilogrammes, ou les kilogrammes par des newtons, ou des newtons par kilogramme. Ça aussi on l'a déjà dit. La bonne réponse est petit c, newton par kilogramme. D'accord? Ensuite, troisième proposition, le poids d'un objet est proportionnel à sa masse, dépend de l'intensité de la pesanteur, ne dépend pas de sa masse.
ça aussi on l'a déjà dit. On voit ici dans la formule que le poids est égal à la masse fois la gravité, fois le petit g. Donc ça veut dire que le poids, il dépend de la masse et il dépend de petit g. D'accord? Donc là, dans la question 3, le poids d'un objet est proportionnel à sa masse, c'est vrai, et dépend de l'intensité de pesanteur, c'est vrai aussi. Par contre, ne dépend pas de sa masse, bah, c'est faux. Hein, le poids d'un objet va dépendre de la masse de cet objet. Okay, donc petit 3, c'est la réponse A, donc est proportionnel à sa masse. Et c'est le petit b, dépend de l'intensité de pesanteur. Voilà. Et ensuite, petit 4, le dernier. Si un objet pèse 2 kg sur Terre, sa masse est de 2 kg petit a, son poids est de 2 kg petit b, et son poids est de 20 N environ petit c. Donc si un objet pèse 2 kg sur Terre, c'est que sa masse vaut 2 kg, donc petit a est correct. Sa masse est de 2 kg. Et petit b, c'est faux, hein. Son poids est de 2 kg, non. Le poids, c'est une force, donc c'est en newton, donc dire que son poids est de 2 kg, c'est faux. Par contre, son poids est de 20 newtons, ça c'est correct. C'est son poids est de 20 newtons environ. Et ça, on peut vite le voir en faisant le calcul. Hein. Le poids P égale à la masse multiplié par petit g. Comme on est sur Terre, hein, il le précise dans le 4, hein, si un objet pèse 2 kg sur Terre, on utilise le petit g de la gravité de la Terre. Donc P est égal à M, c'est-à-dire 2 kg, fois 9,8 pour le petit g de la Terre, newton par kilogramme. Et donc le P est égal à, si je fais rapidement le calcul, 2 fois 9,8, ça fait à peu près là. Hein. 2 fois 9,8, ça fait 19,6. 19,6 newton, d'accord? Donc c'est à peu près 20 newtons, d'accord? Donc là, la bonne réponse, c'était bien la réponse C aussi. Donc A et C pour la dernière proposition. Voilà. Et enfin, exercice 4, on va terminer avec l'exercice peut-être le plus difficile. Exercice 5, je ne vais pas vous demander de le faire, hein, d'accord? Exercice 4, donc la situation est la suivante. On a une astronaute qui atterrit sur... Alors je vais dézoomer un peu pour voir toute l'image, voilà. On a une astronaute qui atterrit sur une planète qu'elle ne connaît pas. Donc elle se pose la question sur quelle planète suis-je, d'accord? Et pour répondre à cette question-là, elle fait une petite expérience. Elle prend un extraterrestre, elle mesure sa masse en utilisant une balance ici en bas. Alors je vais zoomer dessus pour que vous puissiez bien voir. Voilà. Elle mesure la masse de l'extraterrestre avec la balance, comme tout à l'heure avec l'exercice qu'on avait corrigé. Donc on voit que l'enclume ici pèse 8,7 kg et on voit que la balance est à l'équilibre. D'accord? Donc le petit extraterrestre ici pèse aussi 8,7 kg. Sa masse est aussi égale à 8,7 kg. Et en plus de ça, elle reprend le même extraterrestre. Alors on dirait un extraterrestre différent, mais c'est le même, d'accord? Et elle le suspend à un dynamomètre. Je vous rappelle, le dynamomètre, c'est pareil, c'est comme dans l'exercice qu'on avait corrigé avant, cette espèce de petit ressort sur lequel on suspend des objets. Et il nous donne directement le poids de l'objet. Donc ici, le poids de l'extraterrestre, il est égal à 200 newtons. D'accord? Donc on a une première information sur la masse du bonhomme, de l'extraterrestre, pardon, 8,7 kg, et une deuxième information sur son poids qui est égal à 200 newtons. D'accord? Donc par exemple, dans la formule P égale M fois G, pour l'extraterrestre, le poids de l'extraterrestre, extra-T, je vais mettre pour extraterrestre, d'accord? Le poids de l'extraterrestre est égal à la masse de l'extraterrestre, multiplié par le petit g de la planète. D'accord, de la planète qu'on se trouve et dont on ne connaît pas le nom ou la gravité. Le poids de l'extraterrestre, on le connaît, il est égal à 200 newtons. 200 newtons. Qui est égal à la masse de l'extraterrestre, on le connaît. On la connaît, pardon, qui est égal à... J'ai déjà oublié, c'est 8,7. Oui, c'est ça, c'est 8,7 kg. 8,7 kg. Multiplié par le G planète qu'on ne connaît pas. On ne connaît pas le G planète. D'accord? Donc, pour pouvoir déterminer sur quelle planète on se trouve,
il va falloir déterminer le petit g planète, d'accord. Et on a plusieurs informations dans le début de l'exercice. On nous dit que on nous donne la gravité de la Terre qui est égale à 9,81, qu'on connaît, hein, 9,8, 9,80 newtons par kilogramme. Le petit g de la Lune qui est égal à 1,6 newtons par kilogramme, ça aussi on l'a déjà vu, on le connaît. Le petit g de Jupiter pardon, qui est égal à 23,1 newtons par kilogramme, donc c'est beaucoup, la gravité de Jupiter est beaucoup plus grande que celle de la Terre ou de la Lune. Et la gravité de Saturne qui est égale à 10,4 newtons par kilogramme. Donc là, entre ces quatre propositions-là, la Terre, la Lune, Jupiter et Saturne, sur quelle planète est-ce que se trouve l'astronaute? Et donc les extraterrestres aussi. Donc on va faire par élimination, d'accord? Donc ça, hop, voilà. On va faire par élimination. Je vais remonter encore pour que je puisse voir aussi le petit g. Voilà. Alors, du coup, je vais faire la suite ici. Alors, déjà, si l'extraterrestre il était sur Terre, on peut calculer son poids. D'accord? Alors attendez, je vais peut-être écrire ici rapidement, juste en dessous de ce que j'ai fait au départ. Non, je vais l'écrire après en fait. Voilà. C'est mieux comme ça. Alors, on sait que le poids de l'extraterrestre vaut 200 newtons. D'accord? Et que sa masse vaut 8,7 kg. D'accord? Ça c'est ce qu'on sait. C'est ce que l'image nous montre. D'accord? Donc si on était sur Terre, virgule, le poids de l'extraterrestre serait égal à 2 points. Là on peut faire le calcul. Si on était sur Terre, le poids de l'extraterrestre serait égal à la masse de l'extraterrestre. Je vais mettre IT hein, pour extraterrestre, hein, d'accord. IT, voilà, ET. Le poids de l'extraterrestre est égal à la masse de l'extraterrestre multiplié par la gravité, le petit g de la Terre. D'accord? On peut faire le calcul. PIT égale la masse d'IT, c'est 8,7. Donc 8,7 kg multiplié par le petit g de la Terre, c'est 9,8. Enfin, dans le... Ouais, on va suivre le texte. Dans le texte, il dit 9,81. D'accord? Newton par kilogramme. Donc on peut faire le calcul. Le poids d'IT est égal à 8,7 fois 9,81. C'est égal à 85,3. À peu près égal à 85,3 newtons. D'accord? Voilà, donc si on était sur la Terre, ça ce serait le poids d'IT. Sauf que quand on regarde l'image, le poids d'IT c'est pas 85,3 newtons, c'est 200 newtons. C'est ça son poids. Donc forcément ici, on n'est pas sur Terre. Parce que le poids d'IT n'est pas égal à 200 newtons, pardon. D'accord? Donc, nous ne sommes pas sur Terre. Nous ne sommes pas sur Terre. Et ça se voit sur l'image. Hein. L'image ne ressemble pas vraiment à la Terre. Hein. D'accord? Voilà. Enfin, ça aurait pu être la Terre dans peut-être des milliers, centaines de milliers d'années. Mais en tout cas, c'est pas la Terre d'aujourd'hui. Donc alors, si cette fois-ci, on était sur la Lune, là vous pouvez directement trouver la réponse. Hein. Si on est sur la Lune, ça veut dire que le poids de l'extraterrestre est encore plus petit que le poids de l'extraterrestre sur Terre. Or, le poids de l'extraterrestre sur la planète dont on ne connaît pas le nom, il est plus grand que le poids de l'extraterrestre sur Terre. Donc forcément, il n'est pas non plus sur la Lune. Bon, on va quand même faire le calcul pour bien pour bien vous montrer quand même. Si on était sur la Lune, 2 points, donc le poids de l'extraterrestre est égal à la masse de l'extraterrestre, toujours multiplié par la gravité de la Lune cette fois-ci. Donc poids de l'extraterrestre est égal à 8,7 kg multiplié par le poids de la Lune, c'est 1,6 newton par kilogramme. D'accord? Donc le poids de l'extraterrestre est égal à
Le calcul, 8,7 fois 1,6, 13,9. D'accord, donc on voit bien ici, comme on l'avait dit, que le poids sur la Lune serait beaucoup plus faible que le poids sur Terre et sur la planète inconnue. Donc on a dit 13,9 newtons à peu près. Voilà, c'est 13,92. Voilà, donc ça c'est le poids d'E.T. sur la Lune. Donc on n'est pas sur la Lune. Donc nous ne sommes pas... Nous ne sommes pas sur la Lune. Voilà, d'accord? Et donc maintenant on va faire Jupiter. Donc si on était sur Jupiter, donc 2 points, on peut calculer le poids de l'extraterrestre sur Jupiter. Le poids de l'extraterrestre est égal à la masse de l'extraterrestre, encore une fois, multiplié par cette fois-ci la gravité de Jupiter. Attention, gravité de Jupiter. Donc le poids de l'extraterrestre est égal à la masse de l'extraterrestre, c'est 8,7 kg, ça ne change jamais. Multiplié par le petit g de Jupiter, on l'a dans l'exercice, c'est 23,1 newton par kilogramme. Multiplié par 23,1 newton par kilogramme. D'accord? Et donc le poids de l'extraterrestre, finalement ici, 8,7 fois 23,1 est égal à 200,97. On veut même en dire à 201 newtons. D'accord? 201 newtons. Voilà. D'accord? Est-ce que ça correspond bien au poids qu'on observe? Oui, à peu près, hein, d'accord. Je reviens sur l'image, le poids ici de l'extraterrestre, le dynamomètre nous indique 200 newtons. Nous, on a calculé 201 newtons. Je pense que le dynamomètre n'est pas assez précis pour nous donner une force au newton près. D'accord? Donc 200 newtons ou 201 newtons, c'est la bonne réponse, hein. Il se trouve bien sur Jupiter, l'extraterrestre. Et pour faire la même logique qu'avec la Terre et la Lune, on voit que Jupiter, la gravité de Saturne, elle est plus petite que la gravité de Jupiter ici. D'accord? Donc ça veut dire que le poids de l'extraterrestre sera plus petit, beaucoup plus petit même, sur Saturne que sur Jupiter. Donc il est bien sur Jupiter. Donc en conclusion, on peut écrire que nous nous trouvons bien sur Jupiter. Nous nous trouvons bien sur Jupiter. D'accord? Alors l'image ici que vous voyez de Jupiter dans l'exercice, ce n'est pas du tout comme ça. Enfin, je veux dire, là vous voyez que l'extraterrestre marche sur Jupiter. Pareil pour l'astronaute. Jupiter, c'est une planète gazeuse, comme on l'a vu. Enfin non, comme on l'a vu, non, on l'a pas vu, mais vous l'avez vu dans les années précédentes. Jupiter, c'est une planète gazeuse, donc on ne peut pas marcher dessus. Hein, elle est composée de gaz, en fait. Donc là, ici, ce qu'ils sont en train de faire, là, c'est pas possible. L'image, finalement, n'est pas correcte. Même si vous voyez derrière, en arrière-plan, des espèces de bulles, qui ressemblent à des bulles de gaz. Bon, voilà. Donc l'image n'est pas vraiment physiquement juste, en fait. Hein, d'accord? Voilà. Ça pouvait aussi nous induire en erreur. Hein. Si vous vous rappeliez que Jupiter était une planète gazeuse, on a tendance à dire bah ça peut pas être Jupiter parce qu'ils sont en train de marcher dessus. D'accord? Donc voilà. Voilà. Allez, donc on a terminé pour la correction des exercices. On se retrouve juste après là maintenant pour la suite du cours. A tout de suite. Allez, donc on se retrouve pour la suite du cours. Donc je vous avais dit tout à l'heure qu'on allait s'intéresser à la gravitation universelle. Pour l'instant, on s'est simplement intéressé au poids. Je rappelle, le poids, c'est la gravité qui est exercée par un astre, une planète, une lune, peu importe, sur un objet qui est posé à sa surface. D'accord? C'est ça le poids. D'accord? Maintenant, on va voir ce que c'est que la gravitation universelle. Vous allez voir que ça se rapproche très fortement du poids. Et on va, pour faire ça, revenir un petit peu aux origines, notamment à Isaac Newton. D'accord? Isaac Newton, peut-être que vous connaissez la légende, un petit peu l'expérience qu'il a faite, c'est qu'il a vu une pomme tomber, et il s'est dit, tiens, pourquoi est-ce que cette pomme tombe? Si elle tombe, c'est qu'il y a une force qui l'attire vers le bas. D'accord?
Donc pour vous introduire à la gravitation universelle, je vais vous donner par pronote l'activité que vous allez devoir réaliser. On va la lire ensemble et je vais expliquer 2-3 petites choses. D'accord? Alors, donc, activité de la gravitation universelle, le grand 3. N'oubliez pas d'écrire grand 3 aussi dans votre cahier, grand 3 la gravitation universelle. Activité. Donc l'objectif de l'activité, ça va être de se familiariser avec la théorie de la gravitation universelle énoncée par Isaac Newton. D'accord? Donc dans le document 1, vous avez une petite image où vous voyez Isaac Newton qui regarde une pomme qui tombe d'un pommier. D'accord? Et il est écrit: la légende raconte que c'est en voyant une pomme tomber d'un arbre que le scientifique et philosophe anglais Isaac Newton aurait commencé à élaborer sa théorie de la gravitation universelle. En 1667, dans son œuvre majeure Philosophia Naturalis Principia Mathematica, il explique que tous les corps de l'univers s'attirent les uns les autres à distance. Ainsi la pomme tombe sur Terre, car la Terre exerce une force d'attraction sur la pomme, mais la pomme exerce elle aussi une force d'attraction sur la Terre. Newton élargit sa réflexion à la Lune. Si tous les corps s'attirent, alors la Terre et la Lune devraient s'attirer aussi. Pourtant, je ne vois pas la Lune s'écraser sur Terre, comme la pomme. Pourquoi? Voilà. Donc c'est un petit peu ce que raconte l'image ici. Il voit la pomme qui tombe sur la Terre, mais par contre, on n'a jamais vu la Lune tomber sur la Terre. Et heureusement, vous imaginez si la Lune nous tombe dessus, ça ferait beaucoup de dégâts, hein, d'accord? On serait même sûrement plus là. Ça provoquerait l'extinction de la vie sur Terre. Alors, du coup, pourquoi est-ce que la Lune ne tombe pas sur Terre? Donc, autrement dit, pourquoi est-ce qu'on n'a pas, voilà, ce résultat-là? Alors là, je vous présente très rapidement. Vous pourrez l'utiliser aussi. Je vous ai mis le lien pour pouvoir utiliser cette petite application sur Internet. C'est une application qui vous permet d'utiliser un petit peu la gravité pour voir un petit peu comment agit la gravité entre les différentes planètes, les différents corps. D'accord? Donc ici, vous avez la Terre en bas. Vous avez la Lune en haut, et en gros, Isaac Newton ne comprend pas pourquoi est-ce que la Lune ne tombe pas comme ça, boum, d'un trait vertical sur la Terre. Voilà. Il ne comprend pas pourquoi ça n'arrive pas, et pourquoi est-ce que ce qui se passe, c'est ça en fait. Pourquoi est-ce que la Lune tourne autour de la Terre, d'accord, et pourquoi est-ce qu'elle ne tombe pas directement dessus. Alors, c'est pas très compliqué à comprendre en fait. Si la Lune tourne autour de la Terre au lieu de tomber directement dessus, c'est parce qu'elle a une certaine vitesse en fait. Regardez, si je reprends depuis le début, voilà. Si je donne une vitesse, par exemple comme celle-là, pas très grande, une vitesse allant vers la gauche, d'accord, à la Lune, donc si je lui donne de la vitesse, regardez ce qui se passe. Elle va avancer, mais elle va tomber aussi sur la Lune, sur la Terre, pardon. Vous voyez que lorsque, vous voyez la trajectoire de la Lune n'est plus la trajectoire verticale qui tombe directement sur Terre. Cette fois-ci, elle tombe mais en avançant vers la gauche. Donc vous voyez, ça forme une sorte de parabole, une trajectoire parabolique. Ok? Maintenant, si je refais la même chose, mais que j'augmente encore plus la vitesse, voilà, si je la mets à peu près ici, si j'augmente la vitesse de la Lune, comme cela. Hein, je vous rappelle, la vitesse, elle est représentée avec une flèche. Hein. Voilà. C'est un petit rappel sur le mouvement, hein, d'accord? Comme les forces. Mais là, vous voyez un petit V ici, c'est bien pour vous préciser que c'est une vitesse et que c'est pas une force. Donc cette fois-ci, si ma vitesse est un petit peu plus grande, vous voyez que la Lune, elle tombe toujours vers la Terre, mais cette fois-ci, elle a une trajectoire qui est encore plus parabolique, d'accord? Qui est encore plus elliptique, on va dire. Donc, donc vous voyez que là, elle est tombée sur la Terre, elle a explosé sur la Terre, mais que finalement, si on a l'idée que si je lui mets un petit peu plus de vitesse, elle va pouvoir contourner la Terre, d'accord? On va essayer de le refaire en augmentant un peu plus sa vitesse. Donc cette fois-ci, je vais mettre la vitesse à peu près, voilà, par là à peu près, voilà. Donc, hop, lecture. Et là, vous voyez, hop, elle a assez de vitesse pour ne jamais tomber sur la Terre, en fait. Vous voyez? Donc en réalité, la Lune tombe bien vers la Terre, mais comme elle a une vitesse, comme elle a un mouvement, alors elle évite à chaque fois de tomber sur la Terre. Elle se rapproche de la Terre, vous voyez ici, elle se rapproche de la Terre, mais elle ne tombe pas dessus. D'accord? Voilà. Et donc finalement, alors là bien entendu, là la trajectoire de la Lune est très fortement elliptique ici. Vous voyez qu'elle n'est pas très symétrique, ça fait pas un cercle. En réalité, la trajectoire de la Lune est beaucoup plus circulaire que ça, hein, d'accord? Si je vous remets rapidement ici, trajectoire, voilà, vitesse et trajectoire.
la trajectoire de la Lune, voilà, ressemble beaucoup plus à un cercle comme celle-là. Donc c'est bien entendu parce qu'elle a une vitesse en fait, hein. Si la Lune ne tombe pas sur Terre, c'est parce qu'elle a une vitesse. Voilà. Et donc la gravité, si je regarde les forces, si j'enlève les vitesses, et si je regarde la force de gravitation, ces deux flèches bleues ici représentent la force d'attraction, donc la gravitation exercée par les deux astres. La flèche bleue qui est sur la Lune représente la force de gravitation de la Terre sur la Lune, et la flèche bleue qui est sur la Terre représente la force de gravitation de la Lune sur la Terre. D'accord ? On a l'impression ici que la Terre elle bouge pas beaucoup. Alors en fait, si vous regardez bien, la Terre elle bouge un petit peu en fait. Et elle bouge un petit peu parce que la Lune exerce une force d'attraction sur elle. D'accord ? Et dans la vie de tous les jours, cette force d'attraction de la Lune, cette force gravitationnelle de la Lune, elle se manifeste par les marées. Si vous avez des marées, si à certaines périodes de la journée vous avez la mer qui monte, puis à d'autres périodes de la journée la mer qui descend, ça c'est dû à la Lune en fait. Parce que la Lune, elle se trouve, bien entendu comme elle tourne autour de la Terre, elle va exercer cette force d'attraction gravitationnelle à différents endroits de la Terre, et donc ça provoque des mouvements de marée, qu'on appelle ça comme ça, de l'eau en fait, de l'eau sur Terre. Ça c'est à cause de la Lune, parce que la Lune attire l'eau en fait. Donc l'eau va monter, et puis l'eau va descendre, etc. etc. D'accord ? Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, alors si jamais la force de gravité, si elle n'existait pas, si la force de gravité n'existe pas, je peux la désactiver ici, d'accord? En la désactivant, regardez ce qui se passe. Hop, je désactive, et bien la Lune elle part tout droit. Vous voyez? Si la force de gravité n'existait pas, alors tous les objets auraient un mouvement rectiligne, partiraient en ligne droite, d'accord? Je peux le recommencer ici par exemple. Hop, avec la Terre et la Lune toujours, je peux mettre la Lune ici, je peux décider de sa vitesse qu'elle partira vers le haut, un peu comme ça, voilà. Je désactive la gravité, je mets la trajectoire, et regardez, si la gravité n'existait pas, voilà la trajectoire de la Lune. Maintenant, si j'active la gravité, attention, j'active, vous voyez que la Terre et la Lune se réattirent, et hop, voilà. D'accord ? Voilà, c'est à peu près tout ce que je voulais dire sur cette application. Alors je vous ai mis le lien dans l'activité, vous le verrez après, comme ça vous pourrez aller tester. Il y a plusieurs choses, vous pouvez avoir le soleil et la Terre, vous pouvez avoir le soleil, la Terre et la Lune, par exemple, voilà, donc vous avez la Terre qui tourne autour du soleil et la Lune qui tourne autour de la Terre. Donc là on est dans un référentiel un peu particulier, le référentiel héliocentrique, c'est pour ça que vous voyez que la Lune elle fait cette trajectoire là en forme de cycloïde un petit peu. C'est dû au référentiel, c'est dû au point de vue qu'on a adopté. D'accord ? Voilà. Donc vous pouvez modifier aussi la masse. Par exemple, je peux modifier la masse du Soleil. Si je dis que le Soleil est plus gros, il est plus massif, vous voyez que ça modifie la trajectoire de la Terre. Et la Terre est beaucoup plus attirée par le Soleil. Et vous voyez que la Terre s'est écrasée sur le Soleil. D'accord ? A l'inverse, si je diminue la gravité, si je diminue la masse, hop, si je diminue la masse du Soleil, vous voyez que la trajectoire de la Terre est beaucoup plus allongée, parce que le Soleil attire moins la Terre, donc la trajectoire s'allonge. Si j'augmente la masse du Soleil, vous voyez que la gravité est plus grande, et donc que la trajectoire de la Terre s'incurve pour revenir vers le Soleil. D'accord ? Donc voilà, donc en jouant sur la masse de l'étoile, la masse du Soleil par exemple, ça marche aussi avec la masse de la Terre, hein, d'accord ? Et ben on peut modifier la gravité en fait. La gravité d'un astre va dépendre de sa masse, de la masse de l'astre, d'accord ? Voilà. Donc je reviens sur l'activité qu'on a vue. Voilà. Et donc finalement, en réalité, la Lune tombe bien vers la Terre, sauf que comme elle a une vitesse, elle évite toujours de tomber sur la Terre en fait. Elle évite la Terre à chaque fois. Elle fait des tours au lieu de tomber directement dessus. Voilà. Et ça marche en fait pour tous les objets. Si je prends, alors je vais rapidement reprendre, parce que je voulais pas montrer ça, je voulais vous le dire, je voulais pas montrer. Je reprends rapidement l'application ici. Si je prends deux objets, n'importe lesquels, je vais prendre voilà, une boule blanche et une boule rose, on s'en fiche, peu importe. Je vais diminuer la vitesse des deux boules comme ça. Voilà, celle-là aussi, peu importe, on s'en fiche.
Voilà. Si j'ai deux objets, d'accord, de masse différentes, peu importe, ils peuvent avoir la même masse d'ailleurs, hein, c'est pas très important, deux objets qui sont dans l'espace, on imagine ça comme ça, ils sont dans l'espace, donc ils sont en dehors de tout autre astre, de toute autre planète, de toute autre lune, etc., de toute autre étoile, ils sont loin dans l'espace. Si je les laisse comme ça, ces deux objets là côte à côte, ils vont finir par s'attirer, parce qu'ils exercent l'un sur l'autre, d'accord, ils exercent l'un sur l'autre une force de gravité, d'accord. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. En réalité, tous les objets s'attirent. Une trousse avec un stylo vont exercer l'un sur l'autre une force d'attraction gravitationnelle. D'accord. Voilà ce que je voulais vous dire. Donc je reprends ici l'activité rapidement. Donc vous avez le document 2 ici qui est une petite vidéo sur YouTube qui vous explique un petit peu ce que je viens de vous dire, la gravitation selon Newton. Donc allez la voir cette vidéo là, elle vous expliquera davantage d'informations, notamment que la gravité dépend de la masse des deux objets qui s'attirent. Dans le document 3, c'est le logiciel de simulation que je vous ai montré, donc vous pouvez y aller aussi pour pouvoir faire des simulations sur la gravité, etc. si vous voulez vous amuser un petit peu avec ça, mieux appréhender cette notion de gravitation. Document 4, alors c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est un petit exemple entre une trousse et un stylo. D'accord. Donc on vous dit que la gravitation qui s'exerce entre deux objets, par exemple une trousse et un stylo, peut être modélisée par deux forces. La force de gravitation exercée par la trousse sur le stylo, qu'on note F trousse sur stylo, d'accord, trousse slash stylo, ça veut dire trousse sur stylo, et la force de gravitation exercée par le stylo sur la trousse, notée F stylo sur trousse. Donc vous retrouvez les deux forces là, F trousse sur stylo et F stylo sur trousse, ici. Cette flèche là représente la force de la trousse sur le stylo, et cette flèche ici représente la force du stylo sur la trousse. En fait, le stylo attire la trousse, et la trousse attire le stylo. Et ces deux forces sont égales. D'accord. Donc ces deux forces ont la même direction. Hein, vous voyez, c'est la direction oblique. C'est la droite sur laquelle ils se trouvent, c'est une droite oblique. Ils ont la même valeur, c'est-à-dire que les deux flèches qui représentent les deux forces de gravitation ont la même longueur, mais ils ont des sens opposés. Hein, d'accord. La flèche qui représente la force de la trousse sur le stylo a un sens qui va vers la trousse, et la flèche qui représente la force d'attraction du stylo sur la trousse a un sens qui va vers le stylo. D'accord, les deux flèches sont dans le sens opposé. La valeur des forces de gravitation s'exerçant entre la trousse et le stylo dépend à la fois de leur masse et de la distance qui les sépare. On la calcule en utilisant la formule suivante. Voilà, donc ça c'est une grosse formule qui vous récapitule un petit peu comment fonctionne la gravitation en fait. Parce qu'en réalité, la gravitation dépend de la masse des deux objets. Si les deux objets sont très massifs, alors ils vont s'attirer très fort. Si les deux objets sont très peu massifs, alors ils vont vraiment s'attirer de manière très faible. D'accord. Et ça dépend de la distance aussi. Si deux objets sont très éloignés l'un de l'autre, alors ils vont s'attirer avec une force plus faible que s'ils étaient proches en fait. D'accord. Donc, la formule qui permet de calculer la force de gravitation entre deux objets, c'est celle-là, c'est F trousse sur stylo est égal à F stylo sur trousse. Alors là, j'ai pris, pour la formule là, j'ai pris l'exemple de ces deux objets-là, hein, d'accord, est égal à grand G, qui est la constante de gravitation, attention à ne pas confondre avec petit g, d'accord, là c'est grand G, constante de gravitation, multiplié par la masse de la trousse, multiplié par la masse du stylo, divisé par la distance au carré. La distance D là, c'est la distance entre les deux objets, qu'il y a entre les deux objets, d'accord. Donc je répète, grand G c'est la constante de gravitation, M trousse, c'est la masse de la trousse en kilogrammes. M stylo, c'est la masse du stylo en kilogrammes. Et petit d au carré, c'est la distance entre le centre de gravité de la trousse et le centre de gravité du stylo. D'accord. Donc voilà. Donc après tout ça, vous avez plusieurs questions, notamment question 1, qu'est-ce que la gravitation? Question 2, pourquoi qualifie-t-on la gravitation d'universelle? Question 3, explique pourquoi la Lune ne s'écrase pas sur Terre alors qu'une pomme oui. Question 4, comment évolue la valeur des forces de gravitation lorsque la masse des objets augmente et lorsque la distance entre les objets augmente. Donc là, voir la vidéo et le document 4. Donc quand je dis voir vidéo et document 4, c'est la vidéo qui est là, gravitation selon Newton ici. D'accord, donc regardez bien cette vidéo là, avec le lien. Et le document 4, c'est celui-là. D'accord.
Et en utilisant les données ci-dessous, montre que la valeur des forces de gravitation entre la trousse et la Terre est environ égale à 2 newtons. Donc là, je vous demande d'utiliser la formule ici pour calculer la force de gravitation qu'il y a entre la trousse et la Terre. Et vous avez les données qui sont ici, avec la masse de la trousse, la masse du stylo, la masse de la Terre, la distance entre le stylo et la trousse, la distance entre la Terre et la trousse, et le grand G, qui est la constante de gravitation qu'on retrouve dans la formule ici. Ce grand G là, c'est le grand G qui est ici. D'accord. Ensuite, question 6 montre que la valeur des forces de gravitation s'exerçant entre la trousse et le stylo est égale à 5,34 fois 10 puissance moins 13 newtons. Et question 7, déduisons pourquoi la trousse et le stylo ne se déplacent pas l'un vers l'autre lorsqu'ils s'attirent. Hein, parce qu'on vient de le dire, vous prenez votre trousse et votre stylo, les deux objets exercent une force d'attraction gravitationnelle entre eux, et pourquoi est-ce qu'on ne les voit pas se rapprocher en fait? Pourquoi est-ce qu'on ne voit pas ces deux objets se rapprocher? D'accord. C'est pareil pour tous les objets, hein. Vous attirez, je sais pas moi, voilà, mon téléphone. Là, je suis en train d'attirer mon téléphone. Mon corps exerce une force d'attraction gravitationnelle sur le téléphone, et le téléphone exerce une force d'attraction gravitationnelle sur mon corps. Et pourtant, vous ne verrez jamais votre téléphone venir vers vous, ou vous venir vers votre téléphone. Hein, vous ne verrez jamais les deux objets se rapprocher. Pourquoi, du coup? Donc, il faut calculer la force de gravitation qui est exercée entre les deux objets, et vous verrez que vous comprendrez pourquoi on ne voit pas ces deux objets s'attirer. D'accord? Petit rappel ici sur les puissances de 10. Peut-être que vous vous en rappelez pas, vous avez beaucoup ici de valeurs avec des puissances de 10. Par exemple, la masse de la Terre, 5,97 fois 10 puissance 24 kg. Si je reprends ici rapidement, « 5,97 fois 10 puissance 24 » c'est égal à 5,97 fois 10 fois 10 fois 10 fois 10 fois 10, et ça 24 fois. D'accord? Le 10 puissance 24, ça veut dire que je multiplie le 5,97 par 10, 10, 10, 10, 10, 24 fois. D'accord? C'est ça ce que ça veut dire le 10 puissance 24. C'est-à-dire qu'il y a 24 fois 10 après le 5,97. Ok? Et inversement, pour le grand G ici que vous avez à l'écran, grand G est égal à 6,67 fois 10 puissance moins 11. D'accord? Ça c'est égal à 6,67. Ok? Mais au lieu de multiplier par 10 11 fois, je divise par 10 11 fois. Donc divisé par 10, divisé par 10, divisé par 10, etc. divisé par 10. Et donc là je l'ai divisé 11 fois par 10. D'accord, c'est ça ce que ça veut dire. 10 puissance moins 11, ça veut dire que j'ai divisé 6,67 par 10 11 fois. D'accord. Donc en gros, si vous avez compris, ça veut dire, alors dans le premier cas, ça veut dire que je décale la virgule vers la droite 24 fois. Donc ça fait 597, donc 24 fois, donc 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Voilà, c'est ce chiffre, c'est ce nombre-là. D'accord. Là, ce nombre-là, 5,97 fois 10 puissance 24, c'est égal à ce nombre-là. D'accord. Et inversement, le 6,67 fois 10 puissance moins 11, je décale la virgule du coup vers la gauche, parce que je divise par 10, 11 fois. D'accord. Donc, ça fait 0, qu'est-ce que je fais là? Excusez-moi, ça fait 0, alors je vais d'abord écrire le 667, voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, voilà. Oui, c'est ça, c'est bien ça. Je suis trompé, je pensais que je m'étais trompé dans le nombre de zéros. Bref. Donc, 6,67 fois 10 puissance moins 11, c'est ce chiffre-là. D'accord? Donc, quand vous avez 10 puissance moins quelque chose, on décale la virgule vers la gauche, d'autant de fois qu'il y a le nombre écrit en haut, ici. Et à l'inverse, lorsqu'on a 10 puissance 24 ici, donc un nombre positif, on décale la virgule vers la droite, autant de fois
qui a écrit le nombre qui est ici. D'accord? Voilà. C'était un petit rappel sur les puissances de 10. Sur la calculatrice, parce que vous allez devoir faire les calculs grâce à la calculatrice, pour faire les puissances de 10, je vous montre où ça se trouve. Alors pour moi, ceux qui ont la même calculatrice que moi, alors en général, normalement, comment dire, vous avez, même ceux qui n'ont pas la même calculatrice que moi, devraient avoir les mêmes boutons. Alors j'ai des boutons qui sont un petit peu effacés, et il y en a qui sont un petit peu cassés, enfin peu importe, c'est pas grave. Quand j'écris 10 puissance 24, donc j'écris 10, d'accord, 10, et la puissance, c'est le petit chapeau, merci. Ah non, c'est là, pardon, excusez-moi. C'est ce bouton-là. Alors il est un peu effacé, mais en fait c'est un X, ici là. C'est un X avec un petit carré en dessus, d'accord. Donc quand j'appuie là-dessus, ça me met un petit carré au-dessus, et là, dans le petit carré, j'écris, par exemple, 24. 24. Voilà, là j'ai fait 10 puissance 24. Une fois que j'ai écrit mon 10 puissance 24, avec la flèche, je vais vers la droite, et ça me fait redescendre, et je peux continuer à écrire des chiffres à côté, d'accord. Enfin, par exemple, multiplié par 9. Voilà, 10 puissance 24 multiplié par 9. Ok. Et du coup, si je veux faire des puissances 10 moins 11 par exemple, comme dans l'exercice d'avant là, l'exemple d'avant, donc j'écris toujours 10, d'accord, 10, je rappuie sur le petit X avec le petit carré en haut, voilà, et là j'écris moins 11, donc moins et 11, ici, tac tac, voilà, et après j'appuie sur la flèche de droite pour redescendre, parce que si j'appuie pas sur la flèche de droite, je continuerai à écrire en haut dans la puissance de 10 en fait. Donc il faut que je sorte de la puissance de 10, et pour sortir de la puissance de 10, il faut que j'appuie sur la flèche de droite. Voilà. Là je suis sorti de la puissance de 10. Voilà. Donc, si vous avez des questions, bien entendu, vous pouvez me les poser sur Pronote, il n'y a pas de problème, j'y répondrai. Pour, du coup, le prochain cours, ce que je vous demande de faire, c'est de faire l'activité. Voilà, c'est-à-dire de répondre à toutes ces questions-là, de la 1 jusqu'à la 7. Voilà. Et n'hésitez pas à me poser des questions si vous ne comprenez pas une question ou si vous n'y arrivez pas. D'accord? Voilà. Allez, du coup, je vous dis à la prochaine fois. Et puis, travaillez bien.